Avec Mon Logis, votre émission Axel Kahn, l'aube dans les gènes. Professeur Axel Kahn, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici à Troyes pour inaugurer une résidence qui va porter votre nom. Vous avez aussi donné une conférence devant les lycéens de chrétiens de Troyes. Mais au départ, une première question, comment vous définir? Parce que quand on parle de vous, professeur, il y a une liste impressionnante de titres, de diplômes. Qu'est-ce que vous aimez qu'on dise quand on vous présente? Qu'est-ce qui vous plaît pour dire qui vous êtes? Un honnête homme. C'est ça? Un honnête homme. Écoutez, mais je ne peux pas le dire, moi, et je ne peux même pas demander qu'on le dise aujourd'hui. Alors dites-le. Mais le souvenir que j'aimerais laisser de moi, c'est avant tout qu'après tout, c'était un type bien. Voilà. Donc, vous me demandez, il y a un livre dont le titre est « Un type bien ne fait pas ça ». Et de fait, vous imaginez qu'il y a une espèce d'aspiration. Alors, évidemment, c'est relativement trivial, vulgaire, un type bien, mais quand on réfléchit, c'est extrêmement difficile que de répondre à la question. Qu'est-ce que c'est qu'un type bien? Raisonnable et humain. Alors, ça, c'est un autre élément. Un type bien est plus large que cela. Raisonnable et humain, c'est déjà assez intellectuel. C'est ce que vous a laissé comme héritage votre père. Voilà, mon père s'est donné la mort. Et originaire de Mussy-sur-Seine, dans l'Aube. Voilà. Ma mère, lui, mon père, avait sa famille paternelle qui avait effectivement quelques racines, alors que ma mère est totalement originaire de Mussy-sur-Seine. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a à Mussy-sur-Seine une grande promenade plantée de tilleuls de 500 mètres, qui sont les anciens fossés du château de Monseigneur de la Luzerne, l'évêque de Langres, qui avait comme fief Mussy. Et au moment où la Révolution française menaçait, pour faire plaisir aux paysans, il a fait combler le fossé de son château et il a fait une promenade. Donc cette promenade-là, et au deux bouts de la promenade, il y a la famille de ma maman, la famille maternelle, un industriel du jouet, et de l'autre côté, tout à fait à l'autre bout, il y a une maison qui appartenait à mon arrière-grand-mère et à mon arrière-grand-père peintre, et Jean Kahn, mon papa, passait ses vacances chez ses grands-parents. Donc on a intitulé cette émission « L'aube dans les gènes », c'est pas complètement faux. Non, non, c'est pas totalement faux. C'est vrai que ma racine, et puis en plus, compte tenu du fait que c'est là où mon père et ma mère se sont rencontrés, il n'y aurait pas eu Mussy-sur-Seine et l'Aube, je ne serais pas là. Très bien, ça c'est très clair. Alors vous êtes ici pour inaugurer notamment une résidence, c'est assez original, résidence Mon Logis, qui va porter votre nom, qui porte votre nom. On va voir un reportage dans quelques instants. Quand on vous a proposé ça, d'inaugurer cette résidence, d'avoir Axel Kahn marqué devant le lotissement, qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez réagi? Ce n'est pas tellement d'avoir Axel Kahn marqué sur le lotissement. De son vivant, c'est quand même étonnant. Mais d'une certaine manière, c'est un peu dérangeant, si vous voulez. Je me suis demandé ce dont il s'agissait. La raison pour laquelle j'ai rapidement accepté, il y a deux raisons complémentaires. La première, c'est que c'était l'Aube et Troyes, et je suis un pays, comme on dit. Je suis un local. Et en règle générale, j'accepte beaucoup plus fréquemment les sollicitations dans l'Aube que partout ailleurs. Surtout le vendredi, parce que ça me permet d'aller à Mussy-sur-Seine pour voir mes chevaux. Voilà, donc il y a une autre raison. Et la deuxième raison est qu'une autre caractéristique de ma pensée, de mon action, j'espère en tout cas, c'est d'être, entre guillemets, humaniste. C'est-à-dire de m'intéresser à ce qui est essentiel, à la vie, et puis au-delà de la vie, à l'épanouissement des personnes. Comme je suis médecin, soigner les personnes est quelque chose qui m'est familier. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans au ministère de l'Agriculture, pas à temps plein, mais d'avoir des fonctions très importantes au ministère de l'Agriculture. Et donc je suis passionné par l'agriculture, par la biologie végétale et par l'alimentation. Donc j'avais été vraiment très lié à ces deux exigences essentielles pour la vie humaine. Nourrir les femmes et les hommes, les soigner, et les loger, est également très important. Mais quand vous un droit aussi essentiel que se vêtir, oui, c'est ça. Voilà, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que le logement, c'est d'une part la protection d'un toit, mais c'est un lieu de vivre. C'est-à-dire, c'est un écrin à l'épanouissement d'une personnalité dès lors qu'elle est nourrie et soignée. Et donc, c'est très important. Et je me suis dit, là, je n'ai pas beaucoup fait, je n'ai pas donné. Je n'ai jamais été en situation de m'intéresser au logement. Et donc, j'ai saisi Troyes,
le logement, malgré effectivement le caractère un peu intimidant de la plaque, j'ai accepté. Et bien justement, on va voir en image cette inauguration de ce logement. On va voir la réaction des locataires et puis également le directeur de mon logis. On regarde ça tout de suite en image. 24 appartements neufs de 52 à 120 mètres carrés, livrés en avril dernier après un an de travaux rue Marie de Champagne à Troyes. Voici la nouvelle résidence Mon Logis qui porte le nom du généticien Axel Kahn, au bois par sa mère. Une manière pour le constructeur d'élever les consciences en laissant de côté les appellations fleuries de jadis. Nous sommes à la 4e inauguration, on va dire un peu plus festive, un peu plus remarquable qu'auparavant, où comme je l'ai dit avant, les logements HLM, ils s'appelaient tous les colibris, les mésanges. Aujourd'hui, on a eu Jean-Philippe Blondel, donc l'écrivain troyen, on a eu Charles Bell, le peintre internationalement connu, on a eu Mestre Camisa qui est venu du Brésil, le grand maître de la capoeira, c'était la semaine dernière à Romilly, et on a maintenant la résidence Axel Kahn. Oui, madame. Axel Kahn, c'est celui auquel on a donné, qui a donné son nom à cette résidence. Pour ce scientifique reconnu qui a parfaitement joué le jeu lors de l'inauguration, il s'agit là d'un témoignage pour donner toute sa place au logement qui pour lui est un droit fondamental. L'architecte a voulu faire de ces logements un site convivial et ouvert sur le monde. On vient créer une voirie qui est une voirie nouvelle qui va être reprise par la ville. Donc ça c'est une chose importante et assez unique sur la ville de Troyes. Donc on essaie de créer des maisons plutôt que des immeubles avec des façades de bâtiments sur la rue. Et ensuite, on vient aussi les différencier pour vraiment marquer ces maisons différentes les unes des autres. Donc avec du bardage bois, avec des enduits de teintes différentes. Les nouveaux habitants, eux, ont été agréablement surpris par ce baptême officialisé le 21 septembre, même si tous ne connaissaient pas forcément le scientifique éminent. En le rencontrant en chair et en os, comme pour Eddy, ce père de 5 enfants dont un handicapé, il juge cette innovation pleine de bon sens. Parce que toujours on a les noms des maires ou des présidents, mais là c'est vraiment pour la recherche. Moi je trouve ça c'est bien, hein, de temps en temps. Oui. C'est des gens comme nous, c'est des gens ordinaires quoi. Un nouveau visage pour le logement social avec des personnalités vecteurs d'intégration. Voilà l'enjeu de la nouvelle politique du bailleur troyen. D'ici à susciter des vocations scientifiques parmi les occupants de ces appartements, il n'y a qu'un pas. Rendez-vous dans quelques années pour le vérifier. Axel Kahn, donc ça y est, cette résidence est inaugurée. Elle est belle, hein? Elle est belle, elle est magnifique, moderne, et les gens y sont manifestement heureux. Pourquoi est-ce que vous êtes humaniste? D'où ça vous vient cet attachement au logement, au savoir, à l'humanité pour que les gens soient élevés, on a l'impression? Au départ, c'est un attachement à cet être à la fois merveilleux et redoutable, singulier, qui ne serait pas là sans moi et sans lequel je ne serais pas, que l'on appelle l'autre, autrui, en règle générale. Et je suis émerveillé, passionné, terrorisé, tout à la fois, par le fait de l'être humain. Et ça vous questionne en permanence. Voilà. Et il y a une autre raison aussi, c'est que dans mon itinéraire, ma mère était une catholique extrêmement fervente et elle a élevé tous ses enfants dans la religion catholique, on a tous été au catéchisme. Moi, j'ai été particulièrement pieux, scout de France, enfant de cœur, voilà. Et puis, j'ai vraiment perdu la foi en quelques mois. J'ai quitté mon collège de jésuites, j'avais 15 ans quasiment, et 3 ou 4 mois après, je devais adhérer aux jeunesses communistes. Alors, à 17 ans, c'est ça? Oui, voilà, même au Parti communiste. Alors, à l'usine, dans une usine à côté des usines Citroën. Et lorsque j'ai perdu la foi, bien entendu, et d'ailleurs, mon engagement dans un parti de gauche, mais humaniste, il y a beaucoup de choses à dire, parce que certes, le communisme n'a pas toujours été, ô combien il a été à la base d'une dictature terroriste abominable. Mais l'idéal est tout de même un idéal de justice, d'épanouissement de l'homme, etc., d'égalité sociale. Et donc, je me suis dit qu'ayant perdu la foi, il n'y avait pas tout à jeter des valeurs qui font de la foi. L'une d'entre elles est la valeur évidemment de la créature privilégiée de Dieu, qui est l'homme, à son image. Alors évidemment, pour moi, je ne faisais plus l'hypothèse du bon Dieu, et par conséquent, je ne considérais plus que l'homme était à l'image de ce bon Dieu dont je ne faisais pas l'hypothèse. Néanmoins, il me semblait que l'idée de dire qu'il avait une valeur intrinsèque
allait de soi. Et une partie de ma vie, une grande partie de ma vie, a consisté à rebâtir des bases rationalistes d'un humanisme laïque. C'est-à-dire chercher par la science, par la médecine, ce qui Par la philosophie. Par la philosophie voilà, aussi. parce que honnêtement, vous savez, la rationalité n'est pas uniquement scientifique. La rationalité scientifique est une rationalité qui pratiquement débouche sur une espèce de certitude que l'on peut rapidement vérifier, prouver ou bien au contraire infirmer. Mais la rationalité scientifique, elle exige d'être rationnelle. Elle est moins définitive qu'une autre. Et pour essayer de saisir l'humain, l'homme ne peut pas être réductible à une réalité scientifique. Il y faut de la philosophie pour l'aborder. Vous vous dites aussi, je suis un généticien philosophe. Est-ce que la génétique ou la médecine que vous avez exercée, pour laquelle vous êtes assez connu, très connu, notamment la thérapie génique, ça vous donne une sorte d'alibi pour alimenter vos thèses philosophiques, pour parler de l'humain de manière peut-être plus entendue? Est-ce que ça vous aide là-dessus? Ce n'est pas un alibi. Il y a au moins deux influences évidentes. La première, c'est que, quand vous vous rappelez l'histoire, la génétique, ou bien quelque chose qui ressemblait à la génétique, a été un élément très important de construction du nazisme, de l'eugénisme, évidemment, du racisme du 19e et du 20e siècle. Et donc, devenant un chercheur en génétique et étant humaniste, j'ai considéré qu'il m'était impossible d'essayer d'enrichir la force de la génétique sans en même temps me porter au créneau de la défense de ma science contre tous les brigands de l'idéologie qui voulaient déshumaniser l'homme. Et qui veulent encore, est-ce que ça existe encore, des gens qui veulent réifier l'homme, déshumaniser? Oui, ça existe encore. Parce que vous avez pris position notamment sur les embryons, sur la génétique voilà, modifiée. disons que ça existe encore naturellement. Il y a aujourd'hui encore un combat à mener, d'autant plus que la génétique est tellement puissante que certaines personnes utilisent la génétique en disant « Voyez, je vous l'avais bien dit, regardez, les gens et les races, les lignages sont inégaux. Regardez, la génétique peut tout prévoir, elle peut prévoir quels sont nos sentiments, quels sont certains de nos comportements. C'est-à-dire que certains des préjugés antérieurs, préjugés racistes, préjugés inégalitaires, préjugés déterministes, l'homme n'a aucune liberté, il est totalement déterminé, peuvent donner l'impression d'être confortés par la science et la génétique. Ce n'est pas vrai en réalité. Mais si un généticien dit « c'est pas vrai », c'est une fausse interprétation, c'est plus efficace comme combat, comme contradiction, que celui venant de n'importe quel autre milieu et profession. Donc la génétique ne nous détermine pas totalement, selon vous, vous qui savez si bien ce que c'est que la génétique, mieux que personne peut-être, la génétique ne nous dit pas tout de l'être humain? Écoutez, je ne sais pas, vous, si vous préférez Vermeer ou Picasso, ou bien Kandinsky, ou bien Léger, que sais-je. Je ne sais pas si vous préférez les hommes ou les femmes, ou bien si vous y êtes totalement indifférent. Je ne sais pas si vous êtes plutôt musique classique, les brandebourgeois de Bach, ou bien plutôt musique moderne. Vous êtes jeune, j'imagine que vous êtes plutôt musique moderne. Mais en tout cas, je ne le sais pas, je pourrais l'apprendre en vous connaissant, mais si je connaissais parfaitement votre génome, totalement. Ces éléments sont importants. Mais milliards de cellules, c'est ça voilà, vos 3 milliards de lettres génétiques. Eh bien, je ne saurais pas mieux. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui fait l'essentiel de votre destin d'homme n'est pas génétiquement déterminé. Ce qui est génétiquement déterminé, c'est que vous êtes un monsieur et pas une dame. Ça, c'est les gènes. Si vous n'aviez pas de chromosome Y et 2 chromosomes X, vous seriez une dame. D'ailleurs, une dame dont les préférences sexuelles pourraient également être variables. Enfin, vous seriez une dame. Ça, c'est génétique. Si vous avez une prédisposition à une maladie génétique, ça, c'est génétique. Peut-être même que vous avez plus ou moins de risques de développer une maladie d'Alzheimer ou bien un diabète. Ça, c'est également génétique. Ça, c'est dans ma carte. C'est dans votre carte. Ce qui est dans votre carte, c'est les propriétés de votre carcasse, de vos cellules, de vos organes. Mais en revanche, je peux toujours choisir, et ça, c'est pas dans les gènes. Mais voilà. Mais en revanche, ce qui va arriver à votre carcasse, confronté à son environnement, quand je dis l'environnement, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la culture, ce sont les parents, c'est l'autre, ce sont les amours, ce sont les répulsions, les haines. Ça, c'est pas génétique du tout. C'est tout l'environnement qui n'est pas génétiquement déterminé. Donc, on n'est pas déterminé. Le destin
n'est pas déterminé par les gènes. C'est plutôt rassurant. Vous êtes aussi, Axel Kahn, un grand vulgarisateur scientifique. Vous aimez beaucoup ça, transmettre ça. Et vous avez rencontré, à l'occasion de votre venue à Troyes, des lycéens de Chrétien de Troyes pour leur parler de l'être humain. On va voir justement en image comment ça s'est passé, cette conférence. Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que ça leur a parlé? On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Qu'y a-t-il d'humain en ce mammifère primate catharinien biologiquement qui correspond à nous? Nous sommes des animaux, des mammifères, des primates et des cathariniens d'après l'évolution. 200 élèves de terminale L et S ont donc eu la chance d'avoir comme professeur pour 1 heure Axel Kahn. Avec une évidente éloquence, le généticien de renommée internationale a guidé ces jeunes sur le long chemin de l'évolution de l'homme. Un cours exceptionnel qui ravit le proviseur de l'établissement. C'est extraordinaire. Avoir la capacité d'accueillir quelqu'un de renommée internationale dans nos murs, ça change complètement la donne. Et ça clarifie le discours des enseignants, puisque généralement ça les appuie, ça les conforte. Et pour les élèves, ça montre que l'on a beaucoup d'espérance pour eux et qu'on a beaucoup de capacité à les faire se rencontrer avec des personnalités. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit d'entrée, qui nous rend intelligents. Après 45 minutes de discours, ces jeunes de 17 à 18 ans ont pu poser leurs questions. D'où vient le mépris? Le mépris. Tous ont été captivés, voire impressionnés. Oui, parce qu'il sait énormément de choses en fait. Et je sais pas, il est très intelligent, je sais pas. Parce qu'il nous a appris beaucoup de trucs que je savais pas, et sur l'humanité, l'évolution de l'homme, tout ça. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a impressionné, vu déjà ses diplômes qu'il a eus. Être président dans une université, c'est déjà pas mal. Je ne connaissais pas le prof et j'ai quand même appris beaucoup de choses parmi cette conférence parce qu'on a parlé du corps humain, de la génétique et voilà, c'était bien. Et apparemment, le cours a été bien assimilé. La leçon de vie d'Axel Kahn aurait même donné des envies à certains de se pencher sur des études en génétique. Ça donne envie de s'y intéresser, ouais. C'est-à-dire? De plus approfondir le sujet. C'est super intéressant et c'est la première fois que j'assiste à une conférence comme ça. Et non, vraiment, c'est intéressant, on a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai retenu, c'est l'homme, et l'homme a des responsabilités et c'est ça qui nous différencie des animaux. Un film sur cette conférence a été réalisé et sera projeté en classe pour que l'ensemble du lycée puisse profiter des talents d'orateur de ce professeur particulier. Voilà, on voit que vous aimez, vous êtes passionné par la vulgarisation, mais quand on vous écoute lors de cette conférence, on a l'impression que vous ne parlez pas de science, mais davantage de choses très simples, de philosophie, mais pour parler très, très simplement aux gens. Ça vous plaît, ça, de faire passer des messages a priori compliqués de manière très simple? Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un message? Un message, c'est une information qui est émise, mais également reçue. Un message qui est émis et qui n'est pas reçu, ce n'est pas un message. Et donc, si vous voulez, je suis humaniste, et donc je suis pour les échanges entre les êtres. Et donc, l'échange entre les êtres, c'est les êtres qui échangent des messages. Moi, compte tenu de ma vie, de mon expérience, de mes connaissances, j'ai quelque chose à apporter. Mais c'est insignifiant si ça n'est pas compris. Et donc, évidemment, cet humanisme, ce désir que j'ai d'accéder aux gens, cette appétence que j'ai pour les gens, m'amène à essayer de trouver le langage qui est le plus propice à ce qu'ils puissent m'entendre de la même manière que je vais essayer, par tous les moyens que je puis, de les comprendre. C'est la conséquence et de la définition du message et de l'attachement que j'ai aux autres. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous parlez de Félix le chat. Vous faites un lien entre Félix le chat et le genre humain pour parler du genre humain. La différence entre un chat et un être humain, c'est assez impressionnant. Pour terminer, est-ce qu'il y a encore une découverte scientifique vers laquelle vous aimeriez vous tourner dans, on peut le dire très simplement, la dernière partie de votre vie scientifique ou même humaine sur Terre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent de trouver encore pour faire avancer? En fait, je ne suis plus vraiment un scientifique, je ne fais plus de recherche, il y a un âge pour tout. J'en ai fait pendant 35 ans de ma vie. Ensuite, j'ai été président d'université, c'est-à-dire ce sont des charges tout à fait considérables et c'est totalement incompatible avec la conduite d'un programme de recherche. Auparavant, je dirigeais un laboratoire de 700 personnes. Alors évidemment, 700 personnes, c'est quelque chose de considérable. En revanche, j'ai un travail de réflexion extrêmement important et je suis très curieux. Donc je viens de publier un livre
qui paraît là ces jours-ci, sur les âges de la vie, sur l'influence qu'a chez nous la conscience que l'on a de ce que notre corps se transforme tout au long de notre vie, notre appréhension du vieillissement, de la mort. Parce que c'est la vôtre actuellement? Oui, même si ce n'était pas la mienne, je trouve ça passionnant car je m'intéresse beaucoup également. Il y a dans ce livre un chapitre sur la maternité. Ça ne m'est pas arrivé très souvent. Donc vous voyez, je ne parle pas que de ce qui m'arrive réellement. Et alors, je termine. Et je suis très intéressé aujourd'hui par découvrir des champs nouveaux. Je suis en train d'écrire un nouveau livre qui est un livre d'économie politique sur les origines de la crise du libéralisme. Alors vous voyez que j'ai beaucoup de choses à faire, mais dans des domaines différents. La médecine mène à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir quand Axel Kahn ne sera plus de ce monde? On sera tous un jour plus de ce monde, mais si un jour on doit retenir quelque chose du professeur Axel Kahn, ce serait quoi pour vous? Qu'est-ce qui vous plairait? Je vous ai dit, alors, honnête homme, voilà, globalement, humaniste, c'était très bien, mais bon, je laisserai certaines des découvertes scientifiques. La thérapie génique, bien sûr. Oui, pas la thérapie génique, parce que d'autres y ont contribué. J'ai fait une découverte très importante sur l'origine, quelque chose de très important réellement, sur comment le fer est réglé dans l'organisme. C'est mon laboratoire qui a trouvé, c'est déjà dans les livres d'école, si vous voulez. Ah oui. Dans le domaine philosophique, c'est curieux, mais j'ai apporté des propositions qui enrichissent sans doute la discussion sur des éléments importants, deux éléments qui vont faire rire les deux. L'un est l'origine du rire. Vous savez, les grands noms de l'origine du rire, c'est le philosophe Bergson et Freud. C'est vraiment les deux grands noms. Et je pense, et ce n'est pas impossible que ce soit vrai, ça va vous faire rire justement, c'est qu'on dira que ceux qui ont bien étudié la structure du rire, c'est Bergson, Freud et Axel Kahn. Voilà. Alors, voilà. Autre élément, alors ça vraiment pour faire rire tout le monde, est-ce que vous êtes posé la question, lors des ébats sexuels des bonobos, les chimpanzés nains, qui nous ressemblent beaucoup, ils font tout comme nous, sauf qu'ils ne se cachent pas. Quand il y a un gros baobab, ils font ça devant ou derrière le baobab. Nous, on va derrière. La pudeur en amour. Quelle est l'origine de la pudeur en amour? Vous ne savez pas, ben moi je sais. Vous savez? Alors ça, c'est grâce à la science? Grâce à la réflexion, simplement. Ben voilà, c'est en tout cas passionnant de vous écouter, on aimerait en savoir plus. En tout cas, on a bien compris que la philosophie était aussi dans vos gènes, j'ai l'impression. Il y a peut-être un gène de la philo. Mon père était philosophe. Qui vous a été transmis. Un grand merci, Axel Kahn. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Dans le revoir. Merci. Monlogis vous présente sa nouvelle résidence Axel Kahn à Troyes.